Une partie de ces disputes nous dépasse le simple cadre de notre couple et parle de l'organisation générale du monde qui m'a échappé si longtemps. Je trouve que c'est difficile de résister à ce courant qui fait tout pour que les femmes prennent en charge la vie matérielle, les petits détails pénibles, les imprévus. J'ai plus de temps libre que mon mari, mais je veux le passer à lire pour progresser dans ma pratique d'écrivain, pas à accomplir les tâches domestiques que sa charge de travail ne lui laisse apparemment pas le temps de considérer. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. L'invitée de cet épisode fait partie d'une nouvelle génération d'autrices qui ne laisse pas de côté le vécu de la maternité. Sans en faire son sujet principal, l'écrivaine Julia Kerninon explore le féminin, le sentiment amoureux et la complexité du rôle de mère. Dans son récit autobiographique « Toucher la terre ferme », paru en janvier 2022, elle raconte son chemin de jeune maman, le choc de l'accouchement, la tempête intérieure et la quête d'identité qui ont suivi. Dans le recueil de récits Mère sans filtre qui vient de paraître, elle se confie avec 8 autres femmes sur le déclic féministe engendré par la maternité. Avec elle, j'avais très envie de parler d'écriture au féminin, des nouvelles héroïnes qu'elle dessine, de notre héritage en tant que fille et des conséquences sur la fameuse charge mentale que l'on s'inflige et supporte. Je voulais parler de colère aussi, d'engagement féministe et d'amour dans tout ça. Vaste programme, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julia Kerninon. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Alors, tu es l'autrice d'une dizaine de romans et d'essais, si j'ai à peu près bien compté. Tu es docteur en littérature, spécialiste en littérature américaine et maman de 2 enfants, de 3 et 5 ans et demi, à peu près. Est-ce qu'on peut commencer par parler de ton métier d'écrivain et de ta vie de mère ? Aujourd'hui, à quoi ressemblent tes journées ? Quand et comment est-ce que tu écris ? Alors, on me demande très souvent comment est-ce que je fais pour écrire en ayant les enfants. Et en fait, c'est hyper simple. Parce que moi, je fais que ça, écrire. J'ai pas de métier secondaire. Je fais des choses à côté de l'écriture. Écrire des romans, c'est mon métier principal, on va dire. Mais je fais aussi de la traduction, je lis des manuscrits. Enfin, tout ça, c'est des choses que je fais de façon très libre et indépendante. Donc, le matin, on se réveille à la maison avec les enfants. Et puis, mon mari ou moi, on les emmène à l'école. On les dépote, l'un à l'école, l'autre chez la nourrice. Ensuite, je rentre à la maison et j'ai toute ma journée pour faire exactement ce que je veux. Donc, je peux pas dire que je sois très embêtée. J'écris rarement dans la journée. Dans la journée, je fais souvent... je fais plus de la traduction, les lectures de manuscrits. Il faut que je réponde à un tas de mails. Il y a toujours un tas de petits trucs, machins à faire. Ce qui est aussi pratique avec cette organisation-là, c'est que je fais une grosse partie des tâches domestiques dans la journée. Parce que c'est l'avantage de bosser à la maison, en fait. On peut lancer une machine entre 2 trucs. Et puis, comme ça, quand je récupère mes enfants, j'ai pas à les traîner au supermarché. Donc moi, je trouve vraiment que c'est une vie idéale de ce point de vue-là. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Et ensuite, je récupère les enfants à 17h30. On est avec eux, on mange avec eux. Et quand j'écris le dimanche soir, le lundi soir, le mardi soir, parfois le mercredi soir, après qu'ils soient couchés, entre 20h et minuit. Tu préfères écrire le soir ? Ouais, j'ai toujours préféré écrire la nuit. Moi, je pense qu'un des premiers trucs qu'il faut apprendre quand on décide d'écrire, c'est apprendre à combattre la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de plus y arriver. Et donc, il y a 10 ans, à peu près, même plus, je me suis mise à écrire le soir parce qu'en fait, si j'écrivais le matin et que ça se passait pas bien, ma journée était foutue. Et le jour d'après, j'avais plus le courage d'y retourner. Et donc, je repoussais le moment d'écrire jusqu'au moment où, comme tu es juste quelques heures avant de te coucher, si jamais tu rates, tu te couches. Et le lendemain est un nouveau jour. Et ça ne t'empêche pas de dormir ? Non, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je crois. Ça va. Et ça dérange pas ton mari que tu passes des soirées, la moitié de tes soirées de semaine à écrire ? Dealé comme ça ? Quand je l'ai rencontré, c'était pas un problème, mais j'ai fait attention parce que avant je vivais complètement seule et donc j'écrivais jusqu'à vraiment très tard la nuit. Et mon mari, quand je l'ai rencontré, il était déjà, il a pas un vrai boulot, mais il était salarié à l'époque. Et donc je me suis vite rendu compte que s'il était absent toute la journée pour le travail et que moi tous les soirs j'écrivais, ça allait pas marcher. Donc je me suis mise à travailler un peu plus tôt dans la journée, mais ensuite avec les enfants, ça change encore des trucs. Et en fait, maintenant, il est devenu chef d'entreprise, donc lui-même, il doit travailler le soir pour qu'on ait le temps de voir nos enfants. Donc en fait, on travaille tous les deux sur les mêmes heures. Je me suis calquée sur ses heures.
Il y a des autrices mamans qui parlent de la difficulté d'écrire quand on devient maman. Là, je parle pas forcément du temps, mais plutôt les moments où on a une grosse fatigue, un enfant malade, ou pendant la grossesse, on a l'impression d'avoir perdu son esprit critique et sa créativité. Est-ce que tu as vécu des moments comme ça où tu t'es dit que peut-être ton écriture, ton métier était en danger parce que tu devais t'arrêter et ne pas écrire pendant un petit moment ? Ouais, quand j'étais enceinte du premier, dans les derniers mois notamment, en fait j'étais en train d'écrire ce qui allait être mon 3e roman, je pense, Ma Dévotion. Et j'avais une deadline pour le rendre et tout. Et puis j'étais enceinte et il y a eu un moment où j'arrivais plus à me concentrer. J'avais l'impression que ce qui allait m'arriver était tellement colossal que mon cerveau n'arrivait plus à se concentrer sur autre chose. Et en fait, surtout, je pensais que la personne que j'allais être après avoir accouché était une personne tellement différente que le travail que j'allais faire avant, je pourrais pas le recoller avec ce que j'allais faire après. Donc je me disais que ça servait à rien de travailler avant d'accoucher parce que j'allais produire de la matière qui serait en fait inutilisable. Je pense que je me trompais. Parce qu'en fait, j'avais déjà beaucoup avancé le roman, et même si c'est plutôt dans les derniers mois d'écriture que vraiment le texte apparaît, en fait, j'aurais pu travailler. Mais c'était tellement prenant, l'idée d'être enceinte, et puis tous ces petits trucs qu'il faut faire quand on est enceinte, qui sont rien par rapport à ce qu'on devra faire quand on sera mère, mais qui, voilà, quand on est une fille qui a été complètement libre de tout jusque-là, le simple fait d'avoir des rendez-vous de cours de préparation à l'accouchement, moi, ça me bouffait mes journées, ce truc-là. Et puis, ouais, j'étais trop dans l'attente de ce qui allait se passer. Ensuite, le bébé est né, mon premier enfant est né, et j'ai fini le roman en l'ayant quasiment au sein, clairement. Et puis le deuxième, j'ai écrit une grande partie de Livre Maria pendant que j'étais enceinte du deuxième. Moi, je suis pas très bonne à me demander ce que je peux et ce que je peux pas faire. Par définition, il faut que j'y arrive. Donc, je me pose pas trop la question. Il y a évidemment des moments horribles où tous les enfants sont malades et on dort pas de la nuit. Mais encore une fois, on n'a pas trop le choix. Mon mari, il est souvent en déplacement, moi aussi. Donc, je suis très souvent, ça m'arrive au moins une fois par semaine, mais des fois plusieurs jours, d'être toute seule avec les 2 enfants. Si jamais ils sont en vrac. Et je trouve que c'est quand même un des trucs qu'on... Je veux pas tenir un discours qui est « Oh, c'est hyper simple », parce que c'est pas hyper simple. Mais je crois quand même qu'on se découvre des nouvelles ressources en ayant des enfants. Et qu'on s'étonne soi-même de « Ah oui, d'accord, donc en fait, je viens de dormir 4 heures par nuit depuis 3 jours. J'ai été réveillée au cours de ces 4 heures. Et pourtant, je les ai déposés, j'ai fait la cuisine, j'ai rangé, j'ai réussi à faire du travail d'une manière ou d'une autre. » Pour faire du travail de création, c'est plus difficile, mais il y a toujours un autre petit truc à avancer. Enfin, j'essaye de ne pas perdre de temps, quoi. Cette intensité, ce que tu vis quand tu deviens maman, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « ça, je vais l'écrire, un jour je l'écrirai » ? Même avant d'avoir les enfants. Toucher la terre ferme, c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2017, juste après avoir fini mon autre livre autobiographique, parce que les enfants et les livres, c'était ce que j'avais toujours voulu avoir dans ma vie. Et j'avais cette idée de faire un cycle autobiographique en petits livres que je sortirais de temps en temps, qui serait toujours thématique. Et donc, dès que j'ai fait le premier, je me suis dit « Ah, mais j'en ferai sûrement un sur les enfants ». Et ça a correspondu avec le moment où j'ai fini mon doctorat et donc où j'ai pu commencer à essayer d'avoir un enfant. Et j'ai commencé à prendre des notes. Les notes que j'ai prises au départ, elles ne sont pas tellement restées, parce qu'en fait, sans surprise, ce que je pensais de la maternité avant de mettre le pied dedans n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert après. Mais oui, j'ai commencé à prendre des notes là-dessus. Et ouais. Après, finalement, toucher la terre ferme, à certains égards, parle pas tant que ça de maternité. Non, pas que. Il y avait des pages et des pages que j'ai écrites, mais qui finalement me semblaient trop intimes. Elles livraient la vie de ma famille. Et moi, j'ai pas de problème avec le fait de me livrer moi. Je fais un boulot public et je pense que je déteste pas l'aspect public de ce travail. Je le trouve très instructif. Ça rejoint le travail de doctorat que j'ai fait. Mais mes enfants et mon mari, ils ont droit à une intimité. Est-ce que du coup, ta vie de famille, ta vie de maman est parfois une source d'inspiration, souvent, tout le temps ? Ou alors les deux sont séparés, tu essaies de mettre de côté justement cette casquette-là pour redevenir l'écrivain et partir complètement ailleurs ? Il y aurait plusieurs choses à dire. Il y en a une, c'est je me suis beaucoup demandé si le fait d'être mère allait m'empêcher de continuer à être un écrivain. Et ces derniers temps, je me suis parfois fait le constat un peu plus sombre de me demander si le fait d'être un écrivain m'empêchait pas parfois d'être une mère. Si ça m'empêchait pas d'être suffisamment présente psychiquement. Ouais. Et puis aussi, des fois on dit mes enfants, c'est la chose dont je suis le plus fière, c'est la plus grosse chose qui me soit jamais arrivée. Moi, j'ai quand même mon travail littéraire en concurrence avec tout ça, donc je peux pas dire duquel des deux je sois le plus heureuse, lequel des deux a été le plus gros choc pour moi. Mais voilà, ça, des fois, je me pose des questions là-dessus, alors que la vie est très harmonieuse, mais à l'intérieur, je me demande des fois ce que ça cache. Et la vie de famille,
je la trouve très inspirante, mais comme je trouve de manière générale la vie réelle très inspirante. Moi, ce qui m'inspire, c'est les autres livres que je lis et ce que je vois tous les jours. Donc, les blagues que racontent mes copines, les petits mots des enfants, les petites épiphanies qu'il y a dans le fait d'élever des enfants, les moments où ils disent quelque chose qui tout d'un coup pourrait vouloir dire autre chose. Ouais, l'aventure de la famille, je trouve, c'est une chose intéressante. Je me suis demandé comment tu construisais tes héroïnes, comment elles apparaissaient. Est-ce que c'est au fil de l'eau, un travail au long cours, ou alors c'est une figure qui s'impose à toi et c'est ça qui déclenche un peu l'écriture? Parce qu'il y a souvent des héroïnes quand même dans tes romans. Oui. C'est souvent une femme. Hein. Ouais. J'ai pas tout lu encore, mais... Si, c'est toujours une femme. C'est toujours une femme. Je me rends compte, maintenant que ça fait presque 10 ans que je fais ça, le premier livre que j'ai écrit, je savais pas exactement ce qu'il disait de mes obsessions. Et en fait, plus je les accumule, plus je vois ce qui se dégage de tout ça. Et indiscutablement, j'écris des romans du féminin. J'ai envie d'écrire des livres avec des héroïnes. J'ai envie de repeupler la littérature de femmes, se comportant comme des vraies femmes. Parce que la littérature, elle est plutôt masculine et que la plupart des héroïnes féminines, en fait, c'est des projections. Et il suffit de passer une soirée avec ses copines pour voir que ce qu'on fait entre nous, c'est pas ce que les garçons pensent qu'on fait entre nous, je trouve. En général, j'ai une image qui m'obsède, j'ai une idée, j'ai un tout petit moment de tension qui me dit quelque chose. Liv Maria, par exemple, c'était au départ, et c'est pas du tout resté dans le livre, j'avais cette image d'une femme, mère, une épouse, enfin, tu vois, une femme déjà d'un certain âge, pas une très jeune femme, qui était dans une chambre d'hôtel en Alaska et qui venait de quitter toute sa famille pour une raison secrète qu'elle était la seule à connaître, mais qui était une nécessité pour elle, et qui allait raconter toute sa vie à un magnétophone ou dans une lettre avant d'aller se suicider. Et j'avais vraiment cette idée de cette mère de famille qui s'extrayait de sa vie de famille pour dire la vérité sur tout ça. Je ne savais pas du tout ce qu'elle allait avoir à raconter, je vois jamais leur visage, ça n'a aucune importance pour moi, ça. Mais ça commençait là-dessus. Et en fait, souvent, c'est ça. J'ai une image comme ça et le travail sur le livre va consister à raconter l'histoire qui m'amène à cette image. Dans Toucher la terre ferme et dans Liv Maria, il y a quand même beaucoup question de liberté, une quête de liberté au féminin. Ça aussi, c'est un thème récurrent de ton écriture, cette liberté au féminin? Ouais, je pense, mais en fait, je m'en suis pas du tout rendu compte avant qu'on fasse Liv Maria et que l'appareil de promotion, enfin la façon dont le livre était présenté, reprenait toujours ce mot de liberté. Moi, le mot de liberté, c'est un mot dont je me servais jamais. Moi, mon champ lexical, jusqu'à ce moment-là, c'était le travail, l'effort, on doit... C'est comme ça que je faisais toute ma vie. Je me suis jamais demandé ce que je voulais. Je me suis demandé ce que je devais faire et si j'en étais capable. Et en fait, tout d'un coup, avec Liv Maria, j'ai passé des mois de promo où tout le monde reprenait ce mot de liberté. Et je crois que petit à petit, je l'ai compris et que je me le suis approprié. Et peut-être que j'en avais besoin, finalement. Mais quand j'ai rencontré mon mari, je lui disais que j'étais très obéissante. Quand j'essayais de lui raconter quelle personne j'étais, je lui parlais de mon obéissance. Et il a mis pas très longtemps à me dire « Mais tu te trompes sur la personne que tu es. Tu n'es pas du tout obéissante. Tu n'as jamais été obéissante. Tu es complètement libertaire. Tu n'en as rien à foutre de rien. C'est ça la personne que tu es. » Et c'est un gros choc quand on se rend compte qu'on fait à ce point-là erreur sur soi. Donc maintenant, le mot de liberté, c'est vraiment un mot que j'embrasse et que je réclame. Et je pense qu'il est extrêmement nécessaire, justement, quand on est une femme, une mère, une épouse. Les deux derniers étant des versions encore plus complexes du premier. Mais quand on est une femme, la société attend de nous qu'on ne soit pas libre. La société attend de nous qu'on joue le rôle qui nous a été assigné, qu'on ne se plaigne pas, que notre douleur soit invisible, que nos efforts soient invisibles, qu'on considère tout ça comme parfaitement normal. Et donc réclamer la liberté et la faire passer au-dessus de tout, en fait, c'est un antidote incroyable. Un antidote à la bonne fille. Ouais. Et ça me fait rebondir sur le titre du texte donc, que tu as publié dans Mère sans filtre, ce recueil de récits de femmes. Il y a des journalistes, des autrices, des chercheuses, des éditrices, des militantes féministes qui abordent ce moment de bascule féministe à l'aune de leur maternité. Donc toi, le titre de ton récit est Bonne fille, et j'ai beaucoup aimé parce qu'il fait vraiment une autopsie de l'origine de la charge mentale dans ton couple. Et je pense que, sans dire universel, je pense que ce récit parle à beaucoup de femmes. Tu as découvert ça quand tu es devenue maman. J'avais envie que tu nous expliques le titre pour mieux éclairer le récit que tu fais derrière. En fait, quand je l'ai écrit assez rapidement. Et j'ai vraiment pas dû... Enfin, je pense toujours que l'intime est politique et que quand on raconte des trucs très intimes, c'est utile aux autres, sinon je le ferais pas. Mais j'aurais pas pensé que c'était à ce point-là. Je pensais quand même que ma situation était particulière et ça a été très réconfortant de voir que non. Ce que je raconte dans ce texte, c'est cette
tendance manifestement féminine à vouloir être une bonne fille, être une bonne élève. Donc ça passe dans le fait d'être une petite fille obéissante, d'essayer de répondre aux attentes qui pèsent sur nous. Ensuite, ça passe par le fait de vouloir être jolie, de vouloir être séduisante. Et puis, en tant que jeune femme, manifestement, j'avais appris que l'amour, c'était conditionnel. L'idée que, en l'occurrence, un garçon puisse être amoureux de moi cru, qu'il puisse être amoureux de moi pour la personne que j'étais, je pense que dans la mesure où j'avais pas le début d'une idée de qui j'étais, ça me semblait complètement... J'aurais même pas envisagé ça avait aucun sens. Je pensais que ce qui pouvait me rendre aimable, c'était ce que j'allais faire pour quelqu'un. C'était les choses que j'allais lui donner, les offrandes que j'allais déposer à ses pieds. Pas tellement le fait de me rendre utile ou nécessaire, plutôt une espèce de don qui remplaçait la personne qu'apparemment j'étais pas. Et donc, quand j'ai rencontré mon compagnon, on avait 26 ans tous les deux, on avait le même niveau d'études, mais moi je faisais encore mon doctorat alors que lui il était déjà salarié, et donc j'avais plus de temps que lui, a priori. Et puis j'étais tellement reconnaissante qu'un garçon s'intéresse à moi, qu'il me laisse vivre chez lui, qu'il ne m'entretenait pas du tout. Tout le monde a pensé ça pendant très longtemps, mais non, mais je le précise à chaque fois. Et que je faisais tout. Je gérais la maison, j'étais tellement heureuse d'avoir une maison avec quelqu'un pour la première fois. Je gérais la maison, je gérais la cuisine, je gérais le ménage, je gérais toutes ces petites choses que les filles font, je gérais les petits objets de décoration, les rendez-vous avec les amis, les vacances. Je gérais tout ça. Et j'adorais faire ça. Et de temps en temps, alors lui, il était très content parce que c'était pas du tout son truc de faire ça. On peut utiliser le mot d'incompétence. mais c'est aussi une position assez masculine, je crois. Les garçons vont pas faire des trucs et puis ils vont dire « Oui, mais j'en ai pas besoin ». Oui, mais en même temps, vous finissez toujours par faire votre vie avec une nana qui le fait pour vous. Donc, individuellement, c'est pas leur faute, mais socialement, ça pose quand même une question assez embarrassante. Et donc, régulièrement, il disait « Oh là là, t'en fais beaucoup trop ». Et moi, j'étais encore une fois dans ce rôle de la bonne fille. Je disais « Mais pas du tout, ça me fait plaisir, j'adore faire la cuisine ». Ce qui est vrai, mais quand même. Et donc, pendant 4 ans, on a vécu comme ça, sans jamais se disputer. Il y avait un truc assez miraculeux, passer autant d'années avec quelqu'un et n'avoir jamais de dispute. Franchement, une dispute par an, mais c'était d'une paix totale. Et puis ensuite, on a décidé d'avoir ce bébé. Et comme tout le monde, pendant que j'étais enceinte, on disait « Oh, mais on est prêts, ça fait longtemps qu'on est ensemble, on ne se dispute jamais, c'est merveilleux ». Tout le monde avait ce grand orgueil, je crois. Et puis ensuite, le bébé est arrivé, et le bébé est arrivé avec son lot de tâches à faire. Et en plus, en étant la mère, j'allaitais, donc il y avait encore un peu plus de choses à faire pour moi. Mon mec, il s'était mis en congé paternité pendant 2 mois, donc ça, c'était une très bonne idée qu'il avait eue. Mais moi, j'ai accouché, j'avais un livre à finir, je voulais plus m'occuper du bébé. J'avais accouché, je l'avais porté 9 mois, je voulais prendre le bébé, le donner à mon mec, et qu'à part l'allaitement, il s'en occupe, parce que j'avais ce livre à faire, et que c'était un énorme projet. Et lui, il s'était mis en congé pat pendant 2 mois, mais il se sentait un peu coupable vis-à-vis de sa boîte, qui est une boîte familiale. Et donc, en fait, il était à la maison, mais il télétravaillait un peu, et il était un peu le second couteau. Et on n'en avait pas parlé, et en même temps, je comprends que ça se soit organisé comme ça, mais du coup, d'un côté, il était là, et puis d'un côté, il n'était pas vraiment là. C'était moi qui étais en première ligne, alors que j'avais ce livre à faire. Et donc, on a commencé à s'engueuler. C'est très intéressant de s'engueuler avec quelqu'un avec qui jusque-là, on ne s'est pas engueulé, surtout sur des sujets qui étaient inexistants avant ça. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que si je continuais à pouponner mon mec comme je le pouponnais, et que je devais aussi pouponner le bébé, ça n'allait pas tenir. Les journées font 24 heures, et donc si je faisais ça, j'allais devoir arrêter de travailler. Et ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait des choses que j'étais pas prête à abandonner. J'avais été extrêmement soumise toute ma vie, je pense, parce que c'était un bon moyen de faire ce que je voulais aussi, d'avoir l'air d'accepter et puis de réussir à gratter du temps ailleurs. Mais là, tout d'un coup, je pouvais plus gratter du temps. Donc, ma fureur s'est levée, je crois, et j'ai dit que c'était pas possible. Et c'était horriblement compliqué. C'était horriblement compliqué parce que ça faisait des disputes où tout d'un coup, j'amenais sur la table quelque chose qui n'avait jamais été là. Tout d'un coup, je disais oui, c'était injuste. Et lui avait l'impression que je lui présentais une énorme addition de toutes ses dettes. Et il disait, mais j'ai l'impression que j'ai une dette envers toi. Je lui disais, mais tu as une dette envers moi. Mais on sait bien qu'on ne gagne jamais une dispute en ne présentant pas à notre opposant une porte de sortie honorable. Si on s'acharne sur quelqu'un et qu'on lui dit qu'il a tout fait faux, on ne va pas pouvoir dénouer. Il faut que l'autre ait une façon de s'en sortir dignement, c'est normal. Surtout si l'erreur qui vous oppose est quelque chose... Les deux sont responsables. Il n'avait pas de tort en soi. Je l'avais moi-même encouragé dans cette mauvaise voie. Donc, ça fait une dispute extrêmement complexe parce que, déjà, il faut que tout le monde se débarrasse de sa colère. Moi, ma colère de tout faire. Lui, sa colère que je l'accuse de rien foutre. Ensuite, on passe par des disputes très embarrassantes où on compare nos occupations. Qui a le plus de temps pour le faire ?
Et moi, je pense que ça m'a fait donner un gros coup de pied au fond de la piscine du travail. Et j'ai commencé à travailler. Je travaillais déjà beaucoup dans l'absolu, mais quand même, je pense que je glandais davantage. Et les enfants, ça m'a appris à beaucoup moins glander parce que je pouvais plus. Et aussi, j'ai compris que plus mon travail prendrait de la place, plus cet argument-là disparaîtrait de nos disputes. Plus mon travail serait aussi rétributeur, plus mon travail m'apporterait du succès aussi, en fait. Même si je ne pouvais pas décider ça. Tu avais besoin de légitimer ta position de demande de temps. Ouais, en fait... Donc, tu as dû prouver quand même. J'y ai pas pensé comme ça. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que la maternité affaiblit les femmes dans le monde du travail. Et c'est un fait que je discute pas, il est évident, les chiffres sont... Mais moi, c'est le contraire qui s'est passé. En partie par hasard, je pense. Mais plus j'ai eu d'enfants, plus ma position professionnelle s'est solidifiée. Et ça a aussi fluidifié cette dispute avec mon mec. Parce qu'au bout d'un moment, il ne pouvait plus prétendre que ce qu'il faisait était plus important. Et parce que aussi, tu t'es donné les moyens pour justifier aussi le temps que tu passais. Ouais, mais les étoiles se sont alignées. Franchement, je n'ai pas eu l'impression d'avoir... Et après, la suite de cette dispute, ça a été très logiquement un truc qui, là, pour le coup, nous dépassait beaucoup, qui était... en fait, une fois que tu t'es mise d'accord avec ton mec sur le fait que les tâches sont pas bien réparties, qu'il faut les répartir mieux, tu es face au plus gros problème qui est que beaucoup de garçons, et le mien en faisait partie, n'ont pas été formés à faire ces choses-là. Alors, à quel moment, nous, on est formés dans tout ça, c'est pas très clair. On l'est pas beaucoup plus. C'est juste qu'on se force à le faire. On est formé à le faire si personne d'autre le fait. Voilà. On est formé à être celle qui ramasse ces trucs-là. Et ça, je trouve ça drôle parce que, tu vois, on sait bien qu'il y a cette séparation genrée des petites filles et des petits garçons qui nous poursuivent dans l'âge adulte, des petites filles en rose. On les voit dans les rayons des supermarchés. Et moi, j'ai encore jamais croisé une fille qui m'avoue qu'elle avait été une petite fille comme ça. Et pourtant, on l'a bien été, les unes, les autres, toutes. On ne peut pas toutes arriver à 35 ans et dire « Non, mais moi, j'étais un garçon manqué ». Bah non. En fait, on a dû participer à tout ça et on se le raconte différemment ou nos parents eux-mêmes sont dans le déni. Mais le fait est que toutes les filles que je connais de ma génération, qui ont des enfants, on est face à ce même problème de nous, on sait faire ça. Ou alors on sait qu'il faut le faire. Ou alors on sait qu'il faut trouver du temps dans la journée pour le faire. Ou en tout cas, on sait depuis qu'on a au moins 20 ans que les mecs vont pas le faire. Et que donc si nous on le fait pas, la maison va être dégoûtante, on va perdre de l'argent en commandant à bouffer au lieu de le fabriquer, les enfants auront des chaussures pas à leur taille. Comment est-ce qu'on a appris ça ? J'en sais rien, mais on l'a appris. Et je sais qu'avec mon mec, ça reste... Alors, il y a des progrès énormes qui ont été faits ces derniers temps. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment dire, c'est qu'en fait, c'est possible que ça change, même si à certains moments, ça a semblé impossible. Mais il a fallu lui apprendre. Il a fallu qu'il arrête de se rebeller contre les tâches domestiques, qu'il arrête de considérer ça comme des sous-sujets. Au début, ça me rendait folle, alors que maintenant, je trouve ça charmant, mais il y a eu un moment où il a commencé à faire le ménage et il écoutait des podcasts. En soi, ça me dérange pas, tu vois. Et la règle, c'est tu peux pas emmerder l'autre s'il fait un truc qui te dérange pas directement, sinon ta vie est un enfer. Mais quand tu vois ton mec faire un truc que toi, t'as fait toute ta vie, et une grande partie de ta vie pour lui, et lui, il ne peut le faire qu'en écoutant un podcast du Collège de France, parce que vraiment, ça le déprime trop de toucher des éponges. Moi, je me sentais complètement déconsidérée. Mon mec, c'est un grand intello et tout, mais merde, moi aussi, je suis une intello. Et moi, quand je fais le ménage, je fais le ménage, quoi. Je me demande pas comment rendre ça plus confortable. Je le fais parce que je suis un cheval de trait. Et lui, il le faisait à son rythme, en écoutant des trucs intelligents pour contrebalancer, parce que sinon, j'avais envie de le tuer. Mais c'est passé petit à petit, et vraiment, ça a été une année pleine de disputes. Et là, notre grand, il a 5 ans, et je dirais que depuis 6 mois, ça commence à être vraiment satisfaisant. C'est-à-dire que ça m'arrive plus d'ouvrir la machine à laver et elle est pleine, il a oublié. Ça m'arrive plus il a pas remonté la lessive, ça m'arrive... En fait, la métamorphose est arrivée, et la vie est géniale. C'est génial. Et aujourd'hui, pour toi, la charge mentale, elle est vraiment allégée, du coup ? Ah ouais, non mais c'est le jour et la nuit. Alors, il y a des trucs que j'avais mis en place dès le début. Par exemple, dès qu'on a eu notre premier enfant, j'ai dit, moi, je ferai pas les rendez-vous médicaux. C'est pas du tout parce que j'ai peur du médecin ou quoi, mais je me suis dit, ça a l'air d'être un truc récurrent, ça a l'air d'être un truc bien délimité, donc on va dire que c'est ton taf, et tu vas le faire tout le temps. Je me retrouve quand même à y aller de temps en temps quand il n'est pas là. Dans ces cas-là, je passe vraiment pour une fille mère, parce qu'en fait, je ne sais rien sur le dossier médical de mes enfants. Ils font un peu d'asthme et tout, donc c'est genre, vous les pchitez régulièrement, j'en ai pas le début d'une idée, mais j'assume cette partie-là. Et quand on a eu le deuxième, j'ai dit... Bon, on va pas refaire la même erreur qu'avec le premier où je vais me sentir lésée parce que j'en fais plus. En réalité, l'histoire de la maternité, c'est qu'on est lésé de fait parce que dans un couple hétérosexuel, il y a seulement la femme qui a un corps qui peut porter l'enfant. Donc, ok, c'est comme ça, c'est la nature, mais ça veut quand même dire que pendant 9 mois, je dois mettre un peu ma vie en parenthèse, que pendant 6 mois d'allaitement aussi, que je vais peut-être avoir des séquelles de cet accouchement que tu n'auras pas le pouvoir de réparer. Donc, on va poser les choses tout de suite. Si on a un deuxième enfant...
eh bien, pendant au moins l'année qui suit la naissance, c'est toi qui fais les nuits. Je ne me lèverai pas la nuit. Et encore une fois, je cherchais pas forcément la justice, mais la justesse. J'essayais de faire un troc avec lui, dont on ressortirait tous les deux satisfaits. Alors, ça a fait qu'il a très mal dormi, mais c'était le deal. En fait, à un moment, c'est beggars can be choosers. C'est si tu n'as pas les compétences subtiles qui permettent de organiser correctement les vacances ou gérer les vêtements des enfants ou faire la cuisine tous les jours pour cette famille, bah, tu peux pas choisir quelle tâche tu vas faire. Tu vas faire la tâche ménagère ou la tâche domestique dont moi, je ne veux pas m'occuper. Et ça marche bien. Bah, ensuite, il a fallu encore affiner parce qu'il y avait on faisait des listes des tâches ménagères dont il allait être responsable à partir de maintenant, puis il les oubliait. Donc, il y a eu tout un truc de lui montrer que quand il travaillait toute la journée, en fait, il faisait régulièrement des pauses, comme tout le monde, pour aller sur YouTube, regarder des trucs. Et je lui dis, mais tu vois, si tu remplaçais ces pauses par le fait de lancer une machine à laver, c'est ça que moi je fais, en fait. Et tu vas voir que tu auras quand même le temps de regarder des vidéos YouTube. En fait, gratter du temps sur le travail, tout le monde sait le faire. Faut juste réussir, faut que tu réussisses à faire rentrer ça dans ta routine. Il lui a appris à être multitâche. Bah ouais, et il a fallu le dire avec une voix douce et appuyer au bon bouton. Mais je comprends aussi, au début ça me rendait folle, c'était ce truc de « Ah, mais je me fais arnaquer !» Et en plus, il voudrait que je le lui dise gentiment. Lui, il me disait « Mais tu me cries dessus !» Je disais « Mais je ne peux pas t'applaudir quand tu fais mal !» Mais ça aussi, en fait. Moi, je pense que ça aussi, ça a à voir avec l'éducation. C'est-à-dire, je pense que on les met moins face à ça, les garçons. Moi-même, mes garçons, oui, je les laisse un peu sauvages faire. Et ça me fait flipper. Il va falloir que Ouais, comment faire pour faire changer la roue, tu vois? Bah ouais. Et en plus, j'ai 2 garçons, donc je vois bien que Oui. c'est pas comme si j'élevais un garçon et une fille différemment et tout. Mais bah en fait, ouais, tout leur dit dans la société aussi qu'ils ont pas à faire ces choses-là. Donc ils le font un peu, puis ça les ennuie, puis ils font autre chose. Les garçons, ou peut-être seulement les miens, mais moi je dirais les garçons, quitte à me tromper, ils n'ont pas l'impression que l'amour qu'on leur porte, il est conditionnel de cette façon-là. Ils ont l'impression qu'être eux, c'est déjà bien légitime. Alors que je pense que nous, on attend davantage d'être sûr d'avoir comblé les attentes. Et On a besoin de prouver. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ces récits dans Mères sans filtre, ils sont assez engagés et la plupart de leurs autrices sont assez militantes. Toi, je ne te considérais pas comme une autrice particulièrement militante et je ne pense pas que tu le sois. Pourquoi, en fait, tu as accepté de participer à ce recueil? Est-ce que tu avais envie de te positionner aussi là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est le rôle d'une autrice et de la littérature d'éveiller un peu les consciences sur ce sujet-là, des hommes et des femmes d'ailleurs? Oui, à fond. Moi, je suis pas militante. J'ai des convictions, mais en fait, je suis une fille très solitaire, donc j'ai du mal à faire des choses avec les autres gens. Et ça me coupe de beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce domaine-là, je pense. En revanche, en avançant dans mon travail, en voyant que je tournais de plus en plus autour de ces sujets féminins, en voyant que c'était aussi de ça dont les gens me parlaient en rencontre, parce qu'en fait, tu comprends de quoi parlent tes livres quand les lecteurs viennent te les raconter, tu comprends ce qui les a frappés, ce qui fait qu'ils te distinguent, toi, qu'est-ce qu'eux, ils voient de différent chez toi, pas de meilleur, mais de différent. Tu comprends ce qui fait ta spécificité. Et puis en ayant les enfants, en me rendant compte de cette grosse injustice-là, tu découvres l'injustice quand tu deviens mère, quand même, je trouve. Et puis, en faisant Toucher la terre ferme, qui est un livre qui m'a demandé un travail colossal, en fait. C'était un tout petit livre dans lequel je me suis lancée en me disant « Oh là là, je vais raconter ma vie, ça va aller vite. » Et en fait, ça va plonger dans des états pas possibles, de considérer tout ça, de repenser à mon enfance, de me demander ce que je voulais devenir, de me demander si je pouvais encore être une personne, ou si c'était trop tard, ou si j'aurais jamais dû me lancer dans cette vie de famille, si j'avais tout foutu en l'air. Enfin, j'ai beaucoup pleuré quand j'écrivais ce livre, ça a été vraiment dur. Mais en même temps, j'en suis ressortie avec des réponses. Et ça, c'était bien. Et donc, je pense qu'on fait du bon travail artistique quand on parle de l'endroit où on est. Je pense qu'on fait du bon travail artistique quand on est honnête sur les choses qu'on connaît. Et donc, en ce moment, c'est une des histoires que j'ai racontées. Utiliser ma capacité à manipuler la langue pour témoigner de ce que je vois à l'endroit où je suis. Donc, c'est Camille Abeille qui m'a proposé de participer à ça parce qu'en fait, moi, j'ai un projet de livre collectif sur la maternité différent qu'on va faire à l'Iconoclaste au printemps prochain, qui est encore en cours. Et Camille Abeille, qui a l'initiative de Mères sans filtre, avait entendu parler de ça, donc elle m'a d'abord contactée pour vérifier que nos 2 projets se recouvraient pas trop. Et ensuite, elle m'a proposé de participer. Et l'idée du déclic féministe, enfin moi j'ai tout de suite pensé à cette histoire des tâches ménagères, que j'avais vraiment pas vue avant. Donc oui, je suis contente d'écrire là-dessus, je vais continuer à écrire là-dessus, on me propose de plus en plus de projets comme ça. Le travail qu'on me propose en traduction aussi, c'est très souvent des livres écrits par des femmes avec des sujets féministes d'une manière ou d'une autre, et je m'en réjouis. Et puis, dans mon travail d'écrivain, en fait, c'est pareil. En fait, maintenant, je me rends compte que c'est un choix actif de vouloir écrire uniquement des histoires de femmes, repeupler la littérature de femmes. Et mon roman qui va paraître là, à l'automne, qui s'appelle Sauvage,
Dedans, j'ai fait un tas de toutes petites choses discrètes. C'est pas un livre qui dit c'est un livre féministe, parce que moi, j'aime pas quand un livre me donne son programme trop tôt. En tant que lectrice, ça me dérange. Mais c'est un livre où je fais un tas d'inversions de choses. En fait, par exemple, mon héroïne dans ce livre-là, elle est cuisinière. Et donc, à un moment, je me suis rendu compte que si elle était cuisinière, elle travaillait beaucoup. Si elle travaillait beaucoup, elle devait pas être beaucoup chez elle. Or, elle a un mari et 3 enfants. Donc, je me suis dit que ça devait être son mari qui s'occupait des enfants. Et donc, je les ai fait avoir des disputes sur la question de la gestion de la maison. Mais du coup, c'est des disputes inversées. C'est lui qui l'accuse, elle, de ne pas en faire assez. Et c'était très amusant à faire. Et j'ai remarqué, mais tout le monde sait ça, qu'en fait, quand on place la même plainte dans la bouche d'un homme plutôt que dans celle d'une femme, cette plainte, tout d'un coup, a un écho beaucoup plus important. Mais en faisant ce livre, en me permettant ça dans ce livre, je me suis dit que c'était une autre façon de défendre une position féminine. J'avais envie de terminer cet entretien en te demandant de lire un passage de Bonne fille, donc ce dernier texte qui est paru dans le recueil Mère sans filtre. J'avais toujours entendu parler de la façon dont la maternité malmène la vie professionnelle des femmes. Quand je pensais vaguement au bébé, j'y pensais comme à quelque chose qui ne pourrait que me ployer, me faire baisser la tête davantage et me soumettre. Et à ma grande surprise, c'est exactement le contraire qui est arrivé. J'ai compris d'un coup que c'était inenvisageable, que quelque chose en moi était prêt à quitter cette maison, quitter mon compagnon ou mon bébé, si l'un ou l'autre devait m'empêcher de mener à bien ce livre et les suivants. J'ai été véhémente, j'ai été blessante, je suis redevenue sauvage. Il m'a fallu prononcer à voix haute des mots et des mots dans la nuit du sommeil du nouveau-né pour que son père et moi réussissions de nouveau à nous comprendre, pour que nous établissions un nouveau plan de famille, une nouvelle table de loi. Ça a été extraordinairement difficile, et régulièrement je doutais de la justesse de ce que j'exigeais. J'étais tentée de faire marche arrière, de renoncer et redevenir la gentille fille aimable que j'avais été si longtemps. Mais le livre était là, et m'appelait. Il me rappelait la personne que j'avais toujours été depuis le début, même si je l'avais beaucoup cachée, l'écrivain en moi, qui n'était ni une fille, ni un garçon, ni une mère, ni une épouse. Une personne qui n'était qu'à moi et qui était, avant mon amour, avant mon bébé, la personne pour laquelle je voulais vivre, que ce soit juste ou non. J'ai fini mon livre. Mon compagnon a développé une infinité de nouvelles compétences, en plus de sa paternité resplendissante. Nous avons eu un 2e enfant. J'ai fait d'autres livres. Aujourd'hui encore, il nous arrive de nous disputer sur la répartition du temps. Je dis que nous avons le même âge, à 2 mois près, que je suis plus diplômée que lui, que je gagne autant d'argent que lui, et que donc je refuse de le servir simplement parce que je suis une fille. Une partie de ces disputes nous dépasse le simple cadre de notre couple, et parle de l'organisation générale du monde qui m'a échappé si longtemps. Je trouve que c'est difficile de résister à ce courant qui fait tout pour que les femmes prennent en charge la vie matérielle, les petits détails pénibles, les imprévus. J'ai plus de temps libre que mon mari, mais je veux le passer à lire pour progresser dans ma pratique d'écrivain, pas à accomplir les tâches domestiques que sa charge de travail ne lui laisse apparemment pas le temps de considérer. Je ne crois plus à la justice, mais je crois à la justesse, et je sais qu'elle est un point perpétuellement mouvant. J'espère que les filles qui nous succéderont n'auront pas à subir ce que ma génération a traversé, sans parler des précédentes, mais je ne sais pas encore exactement comment élever mes fils pour l'éviter. Je débute, je fais de mon mieux. Il y a une petite tonalité de manifeste dans ce texte. Oui. Hein c'est pour ça que j'ai choisi ce passage. Non, c'est bien, c'est un cri de colère. Ouais, mais ça change en ce moment, c'est merveilleux. Oui, mais c'est très agréable aussi de lire ça, parce qu'on se sent la colère et le besoin de justice, ça fait du bien aussi de le partager, en fait. Ouais, et puis tu vois, il y a un grand courant féministe ces temps-ci, merveilleux, il y a eu MeToo, il y a plein de choses qui se passent, c'est complètement incroyable, il y a plein de livres de non-fiction qui sortent avec des clés. Mais les filles qui font ça, elles sont plus jeunes que moi. Et c'est super. Mais du coup, pour l'instant, elles ne se sont pas attaquées du tout à la problématique du féminisme de la mère de famille. Et tu perds un peu de ton féministe au début, mais en fait, tout d'un coup, tu en as cruellement besoin. Et je crois que c'est ça que j'essaye de faire. Le féminisme de la mère de famille. Merci Julia. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.